bonjour à tous. On est de retour ici à la Didas Arena pour parler cette fois de sport et d'inclusion, de sport et d'enjeux sociétaux à l'occasion de Sport Définition, l'événement organisé par BPI France. Mes deux intervenants pour cette séquence autour du sport et de l'inclusion, je vous les présente et ils vont aussi se présenter. On commence par vous, Johan Penel, vice-président de l'Association nationale de la performance sociale du sport, et vous êtes aussi par ailleurs président de la Fédération française de badminton. Dites-nous un mot sur votre association, Johan. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc la NPSS, l'Association nationale pour la performance sociale du sport, a pour vocation d'être une tête de réseau qui rassemble sous un même toit toutes les associations socio-sportives entre guillemets, on va y revenir après, c'est-à-dire toutes celles qui veulent utiliser le sport pour servir la société et donc d'avoir ce porte-voix et en particulier voilà, sport dans la ville et je suis très heureux de partager cette table ronde avec Philippe. Pour nous accompagner et vous accompagner, Johan, Philippe Audoux, directeur général et cofondateur de Sport dans la ville. Bonjour Philippe. Bonjour. On l'a dit en préparant cet échange, vous êtes à la tête de cette association depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien ? Sport dans la ville, effectivement, a été créé il y a 25 ans et la mission de l'association est de venir en soutien, en aide à des jeunes qui habitent dans des quartiers prioritaires. On le fait par deux biais principaux, en construisant et en animant en pied d'immeuble dans les quartiers où on intervient des terrains de sport. Depuis 25 ans, on a construit 70 centres dans une trentaine de villes en France. Il y a 12 000 jeunes cette année qui sont inscrits dans nos programmes sportifs. Et on essaie, pour tous ces jeunes, de leur offrir un parcours d'accompagnement pour les emmener jusqu'à un emploi. On intervient dans des quartiers prioritaires où l'enjeu numéro un des jeunes dans le temps est celui de l'emploi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aider ces jeunes à trouver le chemin de la formation et le chemin de la réussite par le biais de l'engagement et du soutien que nous apportent nos entreprises partenaires qui recrutent et forment nos jeunes. Et vous avez des antennes du coup dans tous les départements ou au moins les régions, toutes les régions de France ? On est présent principalement dans 4 grandes régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Île-de-France, la région Hauts-de-France, la région PACA, et puis on s'apprête à lancer des actions en région Pays de Loire à Nantes. Alors cette table ronde, je vous le précise, comme l'ensemble des tables rondes de la journée ont été construites avec HEC Paris et le cabinet EY. Et on va commencer cet échange avec un point sur les atouts et les faiblesses. Johan, c'est vous qui commencez par les atouts que vous avez identifiés. Le premier atout que vous avez identifié et dont vous voulez parler, c'était le volume élevé d'associations qui existent en France sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est un point positif. Alors effectivement, on est sur une table ronde sport et inclusion, donc je vais revenir sur les deux mots séparément. La partie sport, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, tout de suite, on va penser aux clubs sportifs qu'on peut voir à la télé ou dans les différents médias, dont la finalité est la compétition. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 360 000 associations qui ont le mot sport dans leur objet social. Sur ces 360 000, il y en a moins de la moitié qui sont affiliés à une fédération sportive reconnue par l'État, à peu près 150 000, 160 000. Toutes les autres, ce sont soit des associations qui ont pour finalité une pratique sportive très amateur, très ludique, et puis il y en a une autre partie qui veulent utiliser le sport comme sport dans la ville, avec des finalités particulières, travailler sur leur utilité sociale, et donc j'en viens à ce mot inclusion qui peut être pris dans un sens très très large. Il y a des associations socio-sportives qui vont par exemple être sur l'inclusion des réfugiés. Il y en a qui vont être sur l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. Il y en a qui vont être sur le prolongement de l'autonomie des personnes âgées, la réinsertion sociale des personnes qui sont actuellement en prison. Aussi les jeunes qui sont éloignés d'une pratique sportive, donc là, pour leur bien-être au quotidien. Donc on a toute cette typologie d'associations qui fait la richesse du mouvement sportif et que le grand public n'a pas toujours en tête dans le récit collectif autour du sport. Donc évidemment, cette richesse-là, il faut la faire connaître et puis on y viendra après, il faut arriver à les rassembler dans une même dynamique. C'est important de rappeler ce point avec des chiffres précis pour les gens qui nous suivent, hein, et cet échange sera aussi disponible en replay sur la chaîne YouTube de BPI France. Un autre atout, Johan, c'est tout ce qui touche autour de la politique RSE. On voit que c'est un terme là maintenant très présent dans les entreprises et du coup c'est aussi un atout pour les acteurs du sport et les associations dont on a parlé. Alors effectivement, on est dans une grande dynamique où tout le monde veut travailler sur sa responsabilité sociétale, sur son utilité sociale ou territoriale. Et donc, le but, c'est d'identifier le sport comme un vrai levier d'investissement pour la société. Donc, que ça soit par pure conviction,
Par politique RSE, ça ne veut pas dire que les deux sont incompatibles, mais on sait bien qu'il peut y avoir des petites utilisations de la RSE à des fins marketing. Mais globalement, dans ces politiques-là, quand il y a de l'investissement à faire, la question se pose sur quelle cause soutenir. Et donc, ce qu'on va développer dans cette table ronde, c'est pourquoi est-ce que le sport est un vrai levier d'investissement. Après les atouts, les faiblesses avec vous, Philippe et Sport dans la ville, vous en avez identifié plusieurs. On parlait de performance, de haute performance. Vous estimez qu'on est encore trop tourné justement vers cette notion de sport et de performance à tout prix? Johan le précisait, c'est un peu comme ça que le sport français s'est construit au travers des fédérations ces 50 dernières années. Et c'est vrai que le sport, on le voit à Sport dans la ville, est un outil formidable d'éducation, d'insertion, d'intégration, de mise en dynamique des jeunes. Et la fonction sociale du sport se développe doucement, mais sûrement. Et il y a une prise de conscience depuis, je dirais, 5-10 ans par les pouvoirs publics du fait qu'il était vraiment impératif d'accompagner les fédérations sportives et puis les clubs sportifs dans l'évolution de leur métier. Le club sportif ne peut plus être simplement un endroit où on vient faire de la compétition. Aujourd'hui, dans la pratique sportive en France, les chiffres que Johan donnait il y a quelques instants sont très intéressants. Sur 10 personnes qui vont faire du sport, il y en a 5 qui vont vouloir faire de la compétition. Et donc Alors même pas. Même pas. Même pas, c'est dans toutes les enquêtes d'opinion, la compétition arrive en 7, 8, 9e position. En tout cas, le club sportif est un lieu approprié pour faire de la compétition. Et puis, il y a une grande majorité de gens qui veulent faire du sport pour le plaisir, pour la santé, pour la détente, pour être entre amis. Voilà. Et ça, c'est cette offre qu'il faut arriver à développer beaucoup plus fortement en France, qui reste encore embryonnaire. Et nous, on le voit dans les quartiers prioritaires où on intervient. C'est les territoires en France où il y a la jeunesse la plus importante. Et c'est les territoires qui sont les plus carencés en infrastructures sportives et en propositions sportives. Donc il y a encore du chemin à parcourir dans ce champ. On a un peu parlé de sport, de communication et de marketing avec la RSE. Vous regrettez qu'il y a encore trop peu de communication et de retombées pour les actions sportives qui sortent de la haute performance? Aujourd'hui, si on parle de l'engagement notamment des entreprises, depuis 10 ou 15 ans, dans le champ de l'inclusion, il y a énormément d'entreprises qui ont décidé, dans le cadre de leur politique sociale, sociétale, de RSE, d'investir ce champ. Nous, quand on a créé Sport dans la ville, il y a 25 ans de ça, d'abord les fondations d'entreprises se comptaient sur les doigts de deux mains. Et puis généralement, elles faisaient du mécénat culturel ou du mécénat artistique. Et puis depuis 20 ans, on a vu d'abord beaucoup de fondations d'entreprises se créer et de plus en plus de fondations d'entreprises intervenir dans le champ de l'action sociale, dans le champ du sport comme outil d'inclusion. Voilà, donc il y a quand même un changement de dynamique très fort et assez puissant qui s'est produit depuis 10-15 ans, plutôt du côté des entreprises, et puis une prise de conscience des pouvoirs publics plus forte sur ces sujets depuis 5 ans, et au travers des travaux de la NPSS, on échange régulièrement avec les représentants de l'État, notamment pour essayer de pousser très fortement la reconnaissance du sport comme merveilleux outil d'inclusion et d'insertion. Dernière faiblesse avec vous, Philippe Audoux, je rappelle, directeur général de Sport dans la ville. On a parlé du grand nombre d'associations sur le territoire, mais ce qu'on peut encore regretter, c'est le manque de structuration dans ces associations au niveau humain, du staff, du personnel, c'est encore compliqué. Ma conviction personnelle, c'est que on a plein d'associations, des milliers d'associations qui ont toutes des causes aussi belles les unes que les autres, et beaucoup dans le champ du sport. Mais une association, pour avoir des résultats, de l'impact, une dynamique, de mon point de vue, elle doit fonctionner avec les outils d'une entreprise. C'est une entreprise, sociale ou sportive, mais c'est une entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petites structures qui ne sont pas forcément outillées pour fonctionner comme une entreprise ou qui ne sont pas dirigées par des dirigeants qui ont un mindset entrepreneurial. Et il y a encore un champ de professionnalisation important à travailler. Ça me permet de faire la transition justement vers la deuxième partie des recommandations avec vous, Johan. On a parlé là des personnels dans ces associations. Vous souhaiteriez qu'il y ait des éléments, des documents pour les accompagner et qu'ils soient formés, toutes ces personnes?
C'est ça. Pour passer à l'échelle, il faut de l'accompagnement à la fois sur la prise de conscience. Le sport a un potentiel extraordinaire qui est inexploité et qui est sous-estimé par les différents acteurs publics et privés. Donc il faut les accompagner dans cette prise de conscience par de l'expérimentation. Et on a tous ces pionniers qui ont 25 ans aujourd'hui, puisqu'il y a eu toute une famille d'associations socio-sportives qui se sont lancées dans la période de la Coupe du Monde de football en 98. Mais après, la grande majorité des associations n'ont pas encore fait cette mutation culturelle de se dire oh bah jusque-là, je voulais produire des champions et là, je passe à finalement, dans un parcours de vie, l'association sportive, elle peut jouer un rôle déterminant. Donc, il y a l'élément prise de conscience et puis il y a l'élément mesure. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que on utilise le sport à tort et à travers pour dire que c'est bon pour l'éducation, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la cohésion sociale. Et on a autant de contre-exemples que de belles déclarations comme ça. Il n'y a pas d'outil de mesure officiel, c'est ce qui manque. Et donc, on veut arriver à la question de l'outillage. Et pour ça, cet accompagnement, qui est aussi sur la professionnalisation, c'est des nouveaux métiers. On en parlait hier avec un certain nombre de membres du gouvernement. C'est que le panorama des métiers du sport est en train d'évoluer. Il y a l'éducateur sportif qui reste le premier métier de base, mais on voit autour de ça des métiers à l'accompagnement sur le développement de soft skills sur un terrain de sport, la détection de ces soft skills pour une réinsertion professionnelle ensuite, mais derrière tout ça, il faut de la mesure d'impact. Et les outils de mesure d'impact social, c'est quelque chose qui a été très développé dans le monde anglo-saxon, très très peu chez nous. Ça commence à émerger. Il y a eu un sommet de la mesure d'impact il y a quelques semaines au Conseil économique, social et environnemental pour justement embarquer tout le monde, pour sortir juste des beaux discours, mais aussi avoir du qualitatif et du quantitatif qui met autour de la table toutes les parties prenantes et voir concrètement comment est-ce que le sport peut être bon pour l'éducation, comment il peut être bon pour l'insertion professionnelle des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, etc. Et c'est ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. Au-delà de la communication et de l'action, il faut pouvoir mesurer les retombées. Tout à fait. Cet enjeu de l'impact et de la mesure est essentiel. Et on en revient à ce qu'on disait il y a quelques instants sur l'approche entrepreneuriale, finalement, qui doit être celle de la gestion d'un club sportif ou d'une fédération. La mesure d'impact, c'est essentiel. Et c'est parce qu'on arrive à apporter la démonstration que ce que l'on fait a de l'impact, eh bien qu'un programme, un projet, une action peut grandir, se développer, trouver des soutiens et impacter toujours plus. On a parlé beaucoup, Philippe, des associations sportives. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire aussi avec les associations culturelles ? Vous allez plutôt dans ce sens avec Sport dans la ville pour rapprocher tout le monde, pour que tout le monde travaille ensemble en fait. C'est sûr que la culture, la musique par exemple, comme le sport, a un impact formidable pour les jeunes qui peuvent en bénéficier. Et il y a aussi, alors c'est moins mon champ de travail et de quotidien, mais dans le champ culturel, il y a aussi un travail de transformation et d'entrepreneurialisation à effectuer. Et nous, à chaque fois qu'on le peut, avec des acteurs locaux, on essaie de créer des passerelles entre nos actions sportives, nos programmes sportifs, et puis des actions culturelles qui sont aussi source d'épanouissement et de transformation pour les jeunes quand ils peuvent en bénéficier dans de bonnes conditions. J'avais aussi noté un point qui fait souvent débat, c'est la retransmission des événements sportifs féminins. Vous aimeriez que ça soit davantage couvert par des médias nationaux, internationaux. C'est ce qui manque selon vous aujourd'hui ? On ne verra jamais suffisamment de sport féminin sur nos écrans, mais il faut quand même reconnaître que depuis 10 ou 15 ans, ça s'est nettement amélioré. Et c'est bien la moindre des choses, naturellement, mais on est quand même en forte progression. Johan, est-ce qu'il existe aujourd'hui un document qui rassemble tous ces acteurs du sport et de l'inclusion ? C'est quelque chose qui devrait être construit selon vous ? Aujourd'hui, effectivement, on manque de visibilité des deux côtés de la ligne. Il y a d'un côté recenser tous ces acteurs qui ont fait cette révolution culturelle, qui veulent travailler sur leur utilité sociale. Et aujourd'hui, à un moment, faut pas se leurrer, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et donc, il faut se faire connaître des financeurs. Et de l'autre côté de la ligne, il y a ces investisseurs qui savent détecter des organisations à fort potentiel, mais dans leur radar,
ces associations socio-sportives peuvent complètement être invisibles. Donc, un des rôles de la NPSS, c'est aussi de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire de montrer à la fois avec de l'expérimentation à petite échelle, de la mesure d'impact sur du temps long, et après de l'expérimentation sur du passage à l'échelle, c'est ça qui va convaincre. Parce qu'aujourd'hui, les outils de mesure d'impact social, c'est important pour l'association elle-même, pour se structurer, mais c'est aussi très utile pour faire prendre conscience à tous les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, qui ne vont pas donner de l'argent juste pour du blabla. Que derrière, dans le temps, on va avoir quelque chose qui va être évalué. Et peut-être que dans le monde associatif, la partie évaluation a manqué et c'est en train de rentrer petit à petit dans la culture. Mais clairement, il y a ce déficit de connaissance des acteurs entre eux, entre ceux qui cherchent à investir dans une cause et les acteurs du socio-sport qui, eux, portent des causes extraordinaires. Enfin, je vous recommande, il y a un film qui est sorti il y a 15 jours qui s'appelle 21, le sport des solutions, où vous voyez 5 exemples d'associations qui ont cassé les codes et qui transforment la vie des gens, qui vont rattraper des gens qui soient dans le milieu carcéral, des gens malades, etc. Et on manque de ces exemples-là pour faire prendre conscience aux investisseurs. Il y a 2 jours, il y avait une conférence organisée par Profil sur le lien entre raison d'être, CSRD, qui est la nouvelle norme extra-financière européenne, et les investisseurs. Et est-ce que ces notions de raison d'être vont favoriser l'arrivée des investisseurs? Et donc, je vous recommande d'aller revoir en replay cette conférence. Et on est avec vous tous et la BPI. Forcément, on connaît ces sujets de mesures et d'investissement. C'est ce que regardent en premier aussi les investisseurs, on en a parlé. Globalement, ça manque de professionnalisation. C'est le terme qui revient. Je voulais vous poser une question, Johan. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes président de la Fédération française de badminton. Est-ce que vous avez eu des échanges avec peut-être d'autres secteurs d'activité, d'autres chefs d'entreprise loin du sport pour vous inspirer, pour vous aider dans votre développement? Clairement, si on se regarde le nombril, on ne va pas beaucoup avancer. Et l'inspiration aujourd'hui, elle vient d'autres grands mouvements que celui du sport traditionnel. Que ce soit dans les mouvements citoyens, dans les mouvements écologistes, avec une vision de la démocratie qui est un peu renouvelée, mais aussi ce qui vient, et Philippe en parlait, du monde de l'entreprise. Non pas dans le but de remplir les poches d'actionnaires, mais en termes de structuration, en termes de méthodologie de travail et en termes d'interaction avec son écosystème. Aujourd'hui, une association sportive, elle est non délocalisable. L'emploi de l'éducateur sportif, vous ne pouvez pas faire ça en visio depuis la Chine. Et tout passera par des synergies à l'échelle locale. La clé, elle est là. C'est avec le monde culturel, avec le monde éducatif. C'est comment on travaille tous ensemble pour avoir un vrai impact sur la vie des gens. Donc aujourd'hui, oui, il y a par exemple la communauté des perma-entrepreneurs. Donc c'est des gens qui ne viennent pas du tout du monde sportif, mais qui réinventent un peu le concept d'entreprise en s'inspirant de la permaculture. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à aller chercher en termes d'inspiration dans d'autres grands domaines qui ont peut-être avancé plus vite sur la révolution culturelle. Je reviens vers vous, Philippe Audoux. Vous êtes engagé sur le terrain depuis 25 ans avec Sport dans la ville. Si je vous parle du sport de demain, là on parle beaucoup des JO parce que c'est l'actualité brûlante là, cet été. Quels sont vos espoirs pour les prochaines années? Comment vous le voyez, le sport de demain? On espère qu'il va continuer à se développer parce que le sport, c'est magnifique. Moi, je pense qu'on l'évoquait entre les lignes il y a quelques instants. Je pense qu'il y a un enjeu très fort à ce que les fédérations sportives en France parviennent à diversifier leur métier. Parce qu'aujourd'hui, la colonne vertébrale principale du sport en France, ce sont les fédérations sportives qui sont par ailleurs bien structurées, mais il faut qu'elles développent de nouveaux métiers. Dans un club sportif, on peut on peut être accompagné sur des dimensions de santé. Dans un club sportif, on peut être accompagné sur des dimensions d'orientation professionnelle ou d'insertion professionnelle. Diversifier leur métier et aussi leurs revenus finalement. Tout à fait. Dans un club sportif, il y a souvent des clubhouses qui sont des espaces de rencontres, de partage. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que nos clubs sportifs puissent diversifier leur métier. Et puis, on a un enjeu aussi d'infrastructure. Moi, je suis souvent assez surpris de voir globalement la mauvaise qualité de nos infrastructures sportives, notamment dans les clubs. C'est souvent des infrastructures municipales.
Voilà. Et moi, je crois beaucoup à Sport dans la ville. Quand on crée nos infrastructures sportives, souvent, on signe avec les collectivités qui sont propriétaires de ces infrastructures des bails de très longue durée, de 30 ans, 40 ans, où l'association prend l'engagement de faire vivre ces infrastructures, mais aussi de les rénover avec des soutiens publics, des soutiens privés. Et je pense qu'il y a un enjeu à ce qu'on donne plus de moyens aux gestionnaires des clubs sportifs pour qu'ils puissent être en meilleure maîtrise de leur infrastructure, qu'ils puissent moderniser leurs infrastructures, qu'ils puissent faire des clubs sportifs des lieux de vie de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, quand on achète une prestation, quand on s'inscrit dans un club sportif, qu'on paie parfois une cotisation à un prix important, 300, 400, 500 euros, eh bien on a envie en face d'avoir des lieux de vie et des lieux d'accueil qui soient de qualité. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce qu'on fasse un vrai saut de qualitatif dans la qualité de nos infrastructures sportives amateurs. Juste un mot, Philippe, j'y pense là parce que vous avez parlé de construction de terrain et ça intéressera peut-être le public. Sur les terrains que vous construisez avec Sport dans la ville, d'où vient le financement? C'est des collectivités qui vous soutiennent? Alors, il est en grande partie public, le financement. Quand on construit nos terrains de sport en pied d'immeuble dans les quartiers où on intervient, on a 70% de financement public. C'est souvent les collectivités, l'État, par le biais notamment de l'Agence nationale du sport. Et puis on a 30% de mécénat privé, et c'est des soutiens souvent très importants, qui permettent d'apporter un complément de financement et qui vont surtout trouver un prolongement dans le financement du fonctionnement de nos centres, puisque dans le financement du fonctionnement de nos programmes, on a une proportion inverse. On a plutôt 70% de financement privé et 30% de financement public. Johan Penel, je rappelle, vous êtes vice-président de l'Association nationale de la performance sociale du sport, mais vous êtes aussi président de la Fédération française de badminton. Donc vous connaissez très bien tous ces sujets de diversification, de revenus, d'activité, de professionnalisation. Comment vous le voyez, vous aussi, le sport de demain? La professionnalisation, c'est le terme le plus important à retenir? Alors oui et non. Je suis d'accord avec Philippe, on n'avancera pas sans une professionnalisation des personnes et du fonctionnement. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs pros du monde, si l'association n'est pas bien structurée, si les dirigeants ne sont pas éclairés, on ira droit dans le mur. Mais au-delà de la professionnalisation, le sport en 2030, en 2040, je crois qu'il passera par un vrai questionnement autour de la raison d'être. Cet objet social qui est l'article 1 des statuts associatifs, souvent c'est très caricatural. Mon club de badminton, son objet social, c'est permettre la pratique du badminton pour le plus grand nombre. Et si on reste coincé dans cette case-là, dans 10 ans, je pense qu'on se sera fait bouffer par des salles qui proposent de la location de terrain. Parce que la plus-value en termes humains, en termes de lien social, elle ne peut pas juste se résumer à j'ouvre les portes du gymnase, je monte les terrains, je tape dans un volant et je repars. Aujourd'hui, les gens, ils recherchent du ludique, ils recherchent du lien social, de l'accueil. Et donc la question des équipements, elle est stratégique sur le fait de passer d'un lieu de pratique à un lieu de vie, où il y a une cuisine pour se retrouver avant le créneau, où il y a des salles pour se retrouver après le créneau, où on parle lecture, cinéma, etc. Donc je pense qu'on a vraiment à réinventer nos lieux de pratique, mais surtout, tout part de la raison d'être qui peut résonner avec les raisons d'être des entreprises. Parce qu'on parlait tout à l'heure investissement, on est quand même dans du sport business ici, la notion d'investissement, elle doit résonner chez les deux partenaires. Aujourd'hui, depuis 2019, avec la loi Pacte, on a lancé les entreprises à mission en France. Il y en a 1500. Nous, on a fait ce travail-là à la Fédération française de badminton. Notre raison d'être, quand on l'a rédigé au bout de 6 mois de travail, c'est influencer positivement les trajectoires de vie grâce aux pratiques du badminton. Et bien, il se trouve qu'on a trouvé des entreprises qui avaient quasiment la même raison d'être. Et donc, ça crée des ponts naturels, des convergences de points de vue pour se dire, dans ce monde en pleine mutation, si on veut jouer un rôle, il faut qu'on y aille à plusieurs. Et donc, on se retrouve. Le sport, c'est l'outil. Il a un potentiel exceptionnel. Démultiplions ce potentiel, innovons, créons. Mais ça, on pourra y aller que tous ensemble. Et ce que je ressens dans votre réponse, Johan, c'est qu'il y aurait finalement une menace des clubs privés à l'avenir face aux clubs plus traditionnels qu'on connaît tous. Pour moi, ce n'est pas une menace. Enfin, s'il y a des clubs privés qui se développent et qui arrivent à faire venir en nombre des pratiquants sportifs, on ne peut que s'en réjouir. Ce qui se passe, c'est qu'il
il manque encore aujourd'hui beaucoup d'infrastructures de qualité. Et les clubs, pour moi, amateurs, ont un potentiel d'évolution sur des dimensions d'infrastructure, sur des dimensions de professionnalisme que Johan évoquait à l'instant, qui est assez formidable et qu'il faut absolument qu'on arrive à exploiter pour toucher le plus grand nombre de pratiquants. Et on en revient toujours à cette question-là. Finalement, là, on est dans une période où on incite les gens à faire du sport, mais on ne leur dit pas pourquoi. Donc si c'est pour une question de santé, que ça soit dans une structure associative, dans une structure privée, dans un lieu public, Ça reste positif. Ça reste positif si on pratique dans de bonnes conditions d'hydratation, de matériel, etc. Si le but, c'est une question d'éducation et de construction du citoyen de demain, ces structures-là, elles ne vont pas être très utiles. Les enfants qui sont accompagnés par Sport dans la ville, ils n'ont pas forcément demandé à faire du sport. Le sport, par contre, c'est la notion de jeu qui va les faire rentrer dans la dynamique pour que derrière, on leur redonne confiance en eux, on leur montre qu'ils sont capables de développer des compétences sur un terrain de sport, et derrière, les portes sont ouvertes pour un horizon qui est différent. Et le sport, il aura joué juste ce rôle-là de catalyseur, de prise de conscience en soi-même. Donc, il y a ceux qui ont envie de faire du sport, et il faut qu'on développe la qualité des infrastructures et de l'accueil, mais il y a ceux qui n'ont pas envie de faire du sport, et ceux-là, c'est à nous d'aller les chercher en disant « mais t'inquiète pas, tu seras peut-être pas champion olympique ou paralympique, mais par contre, le club va peut-être changer ta vie. » Et j'oublie pas que cet été, il y a les Jeux olympiques, mais il y a aussi les Jeux paralympiques, et dans cette dimension d'inclusion, les 12 millions de personnes en situation de handicap en France aujourd'hui, elles peuvent se projeter à la fois dans une pratique à finalité compétitive, mais aussi dans un changement de vie, de prise de conscience en soi et de développement de soi. Philippe, on est dans les 3 dernières minutes. On a parlé un petit peu des JO qui arrivent, des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est important de le rappeler. Est-ce que vous allez communiquer? Est-ce qu'il va y avoir un temps fort pour Sport dans la ville sur ce moment précis ou peut-être juste après les JO? Écoutez, il va y avoir un moment très fort. On va accueillir 600 jeunes du monde entier, 64 délégations, du 19 au 29 juillet prochain, à Lyon et à Paris pour un grand festival solidaire international qui sera un festival de sport, mais surtout un festival de rencontres et d'opportunités. On a la chance d'être accompagné par quelques grandes entreprises sur ce rendez-vous, et on espère que ce sera un moment inoubliable pour tous ces jeunes, et ils vont tous être invités à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Voilà, donc ce sera l'une de nos contributions au programme d'héritage de Paris 2024. On voit parfois des sportifs soutenir des associations. Est-ce que vous avez des personnalités qui sont un peu les ambassadeurs de votre association Sport dans la ville? On fait beaucoup de choses, nous, avec des clubs sportifs, avec des grands clubs sportifs. Depuis le premier jour, on est très soutenu à Lyon par l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas, qui a été un soutien de la première heure de Sport dans la ville. On fait des choses ici à Paris avec le Paris Basketball. On a des partenariats avec le LOSC, l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est plutôt des clubs du territoire qui s'investissent à nos côtés et qui permettent à nos jeunes d'accéder à cet environnement du sport professionnel qui les fait souvent rêver. Merci beaucoup Philippe Audoux, directeur général et cofondateur de Sport dans la ville. Johan, merci à vous. Johan Penel, vice-président de l'Association nationale de la performance sociale du sport. Vous êtes aussi président de la Fédération française de badminton. Merci à vous d'avoir suivi cette 5e table ronde de la journée ici à Sport Définition, à retrouver en replay sur YouTube. Et on se retrouve dans 10 minutes puisque la journée se poursuit ici, les échanges continuent. Merci à vous.